And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Salut Benjamin, ça va? Ça va et toi? Salut Alex. Vraiment un plaisir de te recevoir sur le podcast d'Air Party où on parle principalement de community building, mais pas que, parce que c'est community building, voilà, c'est un terme qui cherche sa définition un peu tous les jours. Écoute Ben, toi tu es dans le milieu de l'événementiel et de la tech depuis un certain temps déjà. Moi ici, j'avais très très envie de te parler parce que en France il y a pas énormément d'experts, en tout cas des leaders d'opinion qui s'expriment sur des sujets un peu niches comme ça, et puis en général sur le community building, on n'est pas beaucoup. Donc sur la partie, super heureux de donner la parole à cette expertise-là. Est-ce que tu peux te présenter et dire pour qui, tu travailles et ce que tu as lancé? Ouais, ça marche. Écoute, en tout cas, merci de l'invitation. Ravi d'être avec toi sur le podcast. Moi, je travaille dans l'événementiel depuis 12 ans à peu près. Côté organisation de conférences, donc vraiment montage de contenu, bosser avec des speakers, créer une ligne éditoriale, ce genre de choses-là. Et j'ai fait mon bain, enfin j'ai accéléré mon bain dans la tech quand j'ai rejoint l'équipe de Le Web, qui était un peu le, le grand-père ou le daron des confs tech en France, en tout cas la première qui a eu un certain succès. Donc j'ai bossé sur la dernière édition en 2014 et c'est là que Ah j'ai ouais. commencé à voir, ouais, ça remonte à longtemps. C'était quand Web Summit était en train de grandir. Ah, c'était juste Et avant, ouais, OK. Web Summit a été créé 2-3 ans avant et c'était encore tout petit à l'époque, mais ça commençait à grossir très vite à Dublin. Et donc le web qui s'organisait à l'époque à Paris. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer pas mal d'organisateurs d'événements du secteur tech. Et on a mis le doigt en 2015 sur un sujet qui était la possibilité de faire collaborer des organisateurs d'événements tech européens. Il y avait des envies, des gens qui voulaient faire des choses ensemble, et ils ne trouvaient pas forcément soit l'espace pour le faire, soit le temps, parce que forcément, ils sont plutôt occupés par leur propre événement. Et donc, nous, on s'est retrouvés là-dedans au milieu de cette histoire-là, et ça a été le début de Startup Sésame, qui a été constituée comme une société en 2017. Et donc, depuis, c'est mon D'accord. activité principale. On fait différentes choses, mais en gros, on est toujours obsédé par un sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les fondateurs de startups ils réussissent à se développer grâce aux événements technologiques. Et cette obsession-là, ça nous a amené à développer différents types de prestations et aussi à acquérir beaucoup d'informations et de données sur ce secteur. Et c'est ça qui m'amène aussi à en parler, essayer de vulgariser ou de démocratiser l'information sur ce sujet. Après, je pourrais peut-être rentrer un peu plus dans le détail de quoi, comment, où, mais en tout cas, c'est ça. Et aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes, 10 si tu comptes aussi les personnes qui travaillent sur la partie technique, parce qu'on a un projet depuis déjà un moment de développer un outil, une plateforme plus technologique. Et voilà, on est basé à Paris, mais remote friendly, donc il y a des gens aussi qui sont basés à l'étranger qui bossent avec nous. OK, c'est marrant de voir que ça a commencé, limite comme une communauté, l'histoire de Startup Sésame, enfin communauté en tout cas, d'après ce que je comprends, il y avait des organisateurs européens, d'événements tech, tu t'es dit: «Ça serait peut-être pas con qu'on se parle tous», c'est ça? Oui, c'était, en tout cas, au début, c'était pas du tout pensé, hein, on n'avait pas un projet ça va être ça, machin. Ouais, ouais. C'était un petit groupe, il y a 5-6 personnes qui en parlaient un peu plus, de façon un peu plus active. Et ça a été le noyau dur, si tu veux, à l'origine du projet. Donc oui, il y a un élément communautaire et un des premiers trucs qu'on a fait, après on en est sorti, mais une des premières choses qu'on a fait, c'était de créer un Slack pour que ces gens-là puissent échanger et Ouais, partager des informations. Après, ça a pas quand trop tu changé. accélères, ouais, non, tu vois, c'est un peu toujours les mêmes
sujet, quoi. Mais après, les plateformes ont évolué. Et un des sujets, par contre, là où on a vu qu'il y avait une vraie appétence, une vraie communauté avec un C majuscule, où tu peux appeler les gens des sésameurs parce qu'ils en font partie, c'est quand on a commencé à créer des groupes de conversation pendant les événements. Donc, on a commencé en 2016 à le faire, entre autres en utilisant Telegram. On a fait quelques essais sur WhatsApp, mais on allait assez vite sur Telegram. Donc, on créait et on le refait maintenant, qu'il y a un retour un peu à l'événementiel en personne, des groupes sur Telegram pour que les gens qui participent à une conférence puissent échanger, planifier des trucs en amont, se retrouver, etc. Et ça a vraiment mis l'accélérateur sur cet aspect communautaire. Ouais, et c'est marrant parce que du coup, le coup de mettre des WhatsApp derrière des events ou accolés à des cours, par exemple, c'est souvent le bon moyen d'onboarder, en fait, de casser de trouver un prétexte pour que l'aventure continue. Et c'est vrai que de tout ce que moi j'ai pu faire, c'est toujours très très puissant, ça, de se dire on continue à discuter sur le petit espace en question. Et je Qu'est-ce que vais compléter un point. Excuse-moi, je veux juste compléter un point. C'est qu'en réalité aussi sur notre dynamique communautaire, ce qu'on a commencé à avoir, c'est que tu avais une sorte de population assez hardcore tech event, tu vois, c'est-à-dire des gens qui en font beaucoup en fait dans l'année. Et donc forcément, s'il y a une continuité dans la relation avec ce type de population-là. Et dans cette population, tu as des gens qui sont influents dans l'écosystème. Et donc, en fait, ça, c'est quelque part, sans le vouloir, tu te retrouves à être positionné au cœur d'une communauté qui n'avait pas encore, qui n'était pas encore incarnée, qui existait déjà, tu vois, avant toi, et qui continue d'exister en marge de toi, mais qui regroupe, voilà, des personnes qui participent au cours de l'année à différentes conférences et qui sont ravis d'avoir un endroit où se retrouver, tu vois. Et c'était ça qui était assez fort, c'est que des personnes qui ne nous connaissaient pas, qui arrivaient à découvrir ce qu'on faisait à travers un groupe Telegram où ils voyaient qu'il y avait des journalistes importants ou des participants d'événements assez influents, ils disaient ouais, mais c'est génial, en fait, c'est un peu ça devient ton go-to, ça devient un peu ton raccourci, ta solution, ta bouée de sauvetage quand tu connais pas encore ce milieu-là. Et c'est ça qui a été assez puissant au niveau de l'origine de tout, enfin, tu vois, de la genèse de ce qu'on fait. Et c'était des événements que tu faisais partout en Europe, c'est ça Alors, nous, on n'est pas organisateur en tant que tel des événements. Nous, ce qu'on a fait, c'est fédérer des organisateurs existants. Donc, dans les événements à l'origine du projet, tu avais Slush, qui est le plus connu. Tu avais Pioneers Festival à Vienne. Tu avais Arctic 15 aussi à Helsinki. On avait Web Ouais, c'est tous les autres, quoi. D'accord. Voilà, tu vois, c'était différents événements européens et ça a grossi au fur et à mesure. À un moment donné, pré-Covid, on devait être à 35 événements partenaires. Donc, les événements partenaires, c'était vraiment des événements avec qui on avait une relation de partenariat, tu vois, un deal officiel où on collaborait avec eux pour différentes activités. Et ce noyau dur, autour, quand toi, tu te faisais grossir avec toutes les personnes dont j'ai parlé avant qui participent fréquemment à des événements. Donc, ça peut être des startups, des investisseurs, des journalistes, tu vois, le profil après c'est indépendant, mais c'est plutôt des personnes qui font plusieurs événements dans l'année, quoi. Et 2021, ton métier bien chamboulé, j'imagine, en tout cas. Oui, bien sûr. Ouais. En gros, ce qui est intéressant à raconter aussi par rapport à l'audience du podcast, c'est qu'en gros, au début de l'année 2020, en mars 2020, 3 semaines après pas 3 semaines, 2 semaines après le confinement en France, on a mis en place une session, un café hebdomadaire avec les organisateurs d'événements qu'on faisait tous les mardis à 14h. Et donc en format Zoom, tu vois, rien d'exceptionnel, mais une fois par semaine, on se petite retrouvait routine, quoi. autour, voilà, une routine exactement. Et donc tout ce qu'on avait développé qui était plutôt orienté participant conf, dont je te parlais juste avant, là, on l'a resserré, l'activité communautaire, exclusivement à ce qu'on pouvait proposer aux organisateurs d'événements qui étaient en train de souffrir, on va dire, une extinction massive. Et donc, ça a été, on a fait pendant un an, on a fait 46 sessions ou 48.
D'accord. quasiment Ah ouais. toutes les semaines. On a fait juste un break pendant l'été, en gros. Et donc, pendant ces sessions, c'était réservé à des organisateurs d'événements, pas forcément que tech, mais c'était vraiment que pour les orgas d'events. Et ça parlait ouvertement des difficultés, des solutions, des plateformes, des formats, les gens qui testaient des outils, le pricing qui mettait en place pour des sponsors d'événements virtuels, tous ces trucs-là, quoi. Et donc ça, je te disais, on l'a fait pendant un an et on a eu au total, si je dis pas de bêtises, plus de 100, enfin presque 120 événements différents qui ont participé, de principalement l'Europe, mais aussi on a eu des participants d'Asie et d'Amérique du Nord où on a aussi des amis. Et ce truc-là, si tu veux, c'est intéressant parce que ça nous a remis au centre du sujet événementiel. Alors que entre 2015 où le projet naît et 2020, ben nous on se développe aussi, on développe notre activité et cet angle pur communauté d'organisateurs d'événements, on le perd peu à peu parce qu'on a d'autres sujets. On est moins obsédé par le besoin des organisateurs d'événements. Et en 2020, avec la crise, Ouais, ça revient. on s'est recentré sur le réacteur, quoi, qui sont ces organisateurs d'événements. Et donc voilà, d'avoir fait ça pendant un an, c'est vrai que ça nous a appris beaucoup de choses. Ah ouais, ça a dû tisser des liens. Ça a servi aux gens aussi. Enfin, tu vois, ça a été un peu il y a pas mal d'organisateurs qui en parlaient comme étant le rendez-vous incontournable parce que ça leur permettait de respirer, de partager ce qu'ils font, leurs enjeux, leurs difficultés, leurs projets. Et il y a des projets qui sont nés au moment, enfin, nous, on les voyait naître les transitions d'organisateurs vers un format virtuel en live, quoi, tu vois, d'une semaine à l'autre, le mec, il était en train de construire son projet, son format, et il t'en parlait. Et aujourd'hui, cette communauté, tu l'animes toujours de la même manière, avec autant d'intensité, ou c'est le monde, le monde post-économique est revenu sur des événements physiques ou... Ouais, alors en gros, nous, on a arrêté au bout d'un an parce qu'on commençait à avoir un retour vers l'événementiel physique. Donc, Ouais. je te dis, en avril de cette année, ça a été aussi, je pense, tu vois, on a fait le tour à un moment donné, les participants, enfin, toute cette partie de leur vie qui était très dure et Ouais. pleine d'incertitudes, c'est bon, ils ont commencé à savoir comment ça fonctionne, tu vois. Et donc on l'a arrêté à ce moment-là, mais par contre, ce qu'on a fait, c'est proposer à ceux qui participaient donc sur ce format hebdomadaire, on les a embarqués sur une communauté en ligne où aujourd'hui on continue de leur balancer du contenu, mais c'est beaucoup moins intense et il n'y a pas cet engagement qu'on pouvait voir pendant le pic où on avait des sessions à 40, 50 personnes qui venaient en direct tous les mardis, tu vois. Et c'était des event managers, des responsables de partenariat, ou c'est ça, ce type Ça de profil? dépend, ça va du CEO d'un événement à effectivement responsable contenu ou partenariat communauté, marketing, tu vois, ça peut être différents profils. Ah ouais, Responsable très large. opération, c'était pas le métier n'était pas forcément l'enjeu. Après, c'est vrai que si je devais te donner des stats, je pense qu'on était toujours quand même sur, tu avais des métiers, soit le CEO à la base, soit directeur opération, soit responsable écosystème, start-up, tu vois, ce genre de profil-là. Voilà. D'accord. Et si tu avais deux, trois insights à partager, non pas à des gens qui font des event tech, mais plutôt à des talents dans des boîtes qui sont responsables aujourd'hui de développer des communautés, ça serait quoi les 2-3 insights après un an à rassembler des gens qui se demandaient comment performer sur online, quoi, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément, et notamment il y a une bonne partie des gens qui écoutent ce podcast qui sont on job et qui ont le rôle de développer, de créer from scratch parfois la commu, et avec le gros challenge de se dire mais comment on fait en ligne, quoi? Comment on fédère les gens derrière leur écran? Tu as 2-3 insights à leur partager sur vos réunions, ce qu'il en est ressorti? Déjà, je dirais que c'est très, très difficile de le faire en ligne, ça. Je pense que ça change aussi en fonction de ton activité, si tu es dans le B2B, le B2C, tu as une audience plus ou moins jeune, tu vois. Mais le point de départ, c'est que
en tout cas, nous, notre communauté, elle sait le faire en présentiel. Tu vois. C'est des Ouais. gens qui savent gérer et animer des communautés qui se retrouvent en face à face. Et basculer ça en virtuel, je ne dirais pas que c'est impossible, mais ça ne sert pas la même cause. Tu vois. C'est pas le Ouais. même objectif, pas le même besoin que ce que tu peux réussir à faire en présentiel. Nous, ce qu'on a perçu, qui était, je pense, à quelque chose qui doit être intéressant pour l'audience du podcast, c'est que tu avais en fait une opportunité à faire du petit local. Tu vois. Il y a eu un retour un peu aux bases pendant la crise, qui est de se dire, OK, maintenant, en fait, tout ce qui est orienté local, c'est-à-dire que moi, si je veux mettre en place, je veux relancer un meet-up à Paris, j'ai une opportunité pour le faire. Alors qu'il y a de ça peut-être après Covid en tout cas, potentiellement j'étais noyé dans une effervescence où les gens regardaient peut-être plus ce qui se passait en dehors de leur écosystème local. Ils avaient plus une ambition d'aller justement dans des événements internationaux, dont ceux qu'on a dans notre réseau. Et là, t'as quelque chose qui s'est passé, ça s'est resserré au niveau local. Et il y a aussi quelque chose qu'on a perçu, en tout cas dans le milieu tech, c'est peut-être pas exactement ce qui se passe pour les community builders du podcast, mais c'est que tu as pas mal en fait, t'as des organisateurs d'événements ou des piliers de communauté entrepreneuriale locale qui ont disparu, tu vois, qui ont arrêté. La crise, machin. Donc en fait, ils se retrouvaient avec une place à prendre aussi. Et ça, tu peux le voir dans pas mal d'écosystèmes de périphérie. Il n'y a pas les grandes capitales où là, c'est toujours très busy, crowded, tu vois, mais dans les plus en périphérie, nous, ce qu'on a vu ou entendu, c'est que tu avais des places à prendre parce que l'écosystème entrepreneurial il est toujours là, il est plutôt d'ailleurs en bonne santé dans pas mal d'endroits en Europe en tout cas, et donc il faut continuer à les servir, quoi. Mais l'organisateur qui était là depuis 4-5 ans, qui montait un truc régulier, récurrent, lui, il a arrêté parce que c'était la crise et qu'il a peut-être voulu faire autre chose ou qu'il n'a pas pu tenir au niveau financier. Donc, tu as ce côté local, tu vois, maillage local qui est go, quoi. Ça, c'est, en tout cas, c'était un des insights qu'on a très, très clairement perçu. Un autre point que je partagerais, c'est plutôt côté outillage et plateforme. Nous, aujourd'hui, je ne vais pas donner la réponse à ça, mais ce qu'on a vu, c'est que tout le monde a essayé de trouver la solution pour embarquer son audience sur une communauté à l'année. Donc, une des évolutions du métier d'organisateur conf, d'événements, ça a été de devenir un community builder. Avant, il ne l'était pas, même s'il y en a certains qui étaient plus positionnés dessus, mais dans l'ensemble, ce n'était pas vraiment ça le métier. Tu faisais ton événement une fois dans l'année, puis après, tu vois, tu leur donnais rendez-vous dans un an. Là, d'un seul coup, tu deviens animateur de communauté, tu sais pas vraiment ce que c'est. C'est un autre nouveau métier. Mais ça, pour le faire, en fait, les plateformes, tu vois, qui répondent à ton besoin, de notre point de vue, et je pense que ça répond aussi à ce que pas mal de gens ont perçu sur les cafés, là, au sein de notre communauté, ça n'existe pas encore. Tu vois. En termes techniques, tu n'as pas une solution clé en main qui fasse ça bien. Tu vois. Tu dois forcément composer avec différents trucs. Et donc, si tu vas te dire, moi, pour animer la communauté, je vais aller sur Slack parce que je bosse avec des gens qui sont dans la tech, donc qui sont déjà sur Slack toute la journée, ça va permettre de répondre à une partie de ta communauté ou d'engager une partie de ta communauté. Mais ça va être très difficile de répondre à tout le monde, tu vois. Ou idem sur du Telegram. Tu sais, des fois, moi, je suis là en train de dire à un gars qui est dans notre communauté, tiens, viens sur Telegram pour tel événement. Et ça, maintenant, vu qu'il y a un petit retour à l'événementiel physique, on a repris aussi les groupes Telegram récemment. Le mec, il est même pas sur Telegram, alors que c'est un gars qui a, je sais pas, 25 ans et je me dis, je pourrais penser qu'il est forcément, tu vois, sur Telegram et tout. Non, il n'est pas sur Telegram. Donc, c'est vrai, si je parle de Discord ou je sais pas quoi, là, c'est encore pire. Donc, t'as vraiment un problème sur ça. Et ce qui est, je pense, intéressant, c'est que tu as des boîtes qui essayent de résoudre, entre autres, en prenant vraiment l'angle plateforme event, voilà, et de faire que ça vive à l'année. Une des boîtes qui le fait avec beaucoup d'intelligence, qui est une boîte française, c'est Swapcard. Swapcard, ils sont positionnés à fond là-dessus. Ils ont dit, nous, on est une plateforme pour animer ta communauté événementielle pendant l'année. Il y en a une autre qui est beaucoup plus orientée créateur, que tu dois connaître, qui s'appelle Luma, L-U-M-A. C'est une boîte qui est sortie, en gros, pour faire du ticketing d'événements Zoom. Voilà, et qui maintenant s'est positionnée aussi sur des logiques d'animation de communauté avec tout en un, tu vois. Avec des features, tu vois, tout ça. Donc,
Ouais, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils se fassent pas avoir s'il y a quelqu'un qui leur dit, ouais, notre solution, c'est bon, ça marche, tu vois, c'est all-in, c'est Ouais. compliqué, hein. Ouais, j'ai l'impression que du coup, le Community Builder 2021, il doit, dans sa stack, comme tu dis, plein d'outils, mais il doit avoir, aussi, des nouvelles compétences, en fait. C'est-à-dire qu'avant, alors ça dépend, en fait, d'où tu pars. Si tu es Event Builder et que tu deviens Community Builder ou que tu étais Community Manager et que tu deviens, un Event Builder parce que, enfin, tu as des compétences, en Event Management, tu as des compétences en live streaming. Ouais. Et encore, je parle même pas de la capacité de faire un bon webinaire, mais aujourd'hui, la capacité à bien maîtriser, OBS, ou les overlays, ça devient important pour un community builder. La capacité à faire du enfin, en gros, aujourd'hui, le community builder 2021, c'est quoi son profil un peu, quoi? C'est quoi les skills qu'il doit avoir absolument, s'il doit intégrer une boîte qui l'embauche en lui disant: «Bah, vas-y, crée-moi quelque chose de potentiellement, valuable pour ma boîte». Ouais. Mmh. Bah, en fait, je dirais, il y a un truc auquel je pense tout de suite, c'est que dans le monde d'avant, ce qui était clé, c'était d'avoir des talents relationnels. Pour moi, c'était Ouais. le nerf de la guerre, hein. Si tu étais un bon community leader, c'est que tu quelqu'un qui sait parler aux gens et qui aime les gens, quoi, qui aime passer Mmh, du temps mmh à mh. parler avec des personnes de tout et rien, de la vie, et pas forcément que de boulot et de business, etc. Donc ce talent relationnel-là que tu peux voir assez facilement quand tu es en présentiel, là maintenant, en fait, c'est plus forcément la même chose. Mmh mh. Et donc cette compétence-là, elle devient un peu moins critique. Ce qui est plus important, c'est des compétences de est-ce que tu sais bien écrire, quoi, tu vois. Par Ouais. exemple, hein, c'est quelque chose où je me dis ça a pas mal changé cet aspect-là. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un qui ne sait pas écrire un email correctement en anglais, dans ma Mmh. boîte, hein, ça va être compliqué de donner des missions de community builder, tu vois. Versus si c'était quelqu'un qui était très sociable, qui, tu vois, boit des coups, est super sympa, machin, bah ça marchait très bien avant, tu vois. Et ça, aujourd'hui, en 2021, ça va pas forcément répondre aux besoins. Ça, c'est Ouais, un exemple ouais, de quelque chose qui me semble maintenant une évidence. Tout ce que tu as dit sur les compétences de production, tu vois, de contenu audiovisuel, que ce soit podcast, vidéo, enfin, tout ça, ouais, c'est sûr. La chance qu'on a, c'est qu'on est dans une époque où c'est de plus en plus facile à faire. Donc, même si tu as besoin d'avoir quand même des compétences techniques, je suis pas en train de te dire que ça va apporter tout le monde de produire un audio de qualité pour un podcast. Je sais que c'est du taf et que ça prend des heures. Mais c'est plus accessible aujourd'hui il y a même 2 ans, tu vois. Juste en 2 ans, Ah ouais, ouais. la Ah tech mais a évolué à une vitesse de ah, dingue. c'est Donc, dingue, il y a ouais. beaucoup plus de solutions. Mmh mh. Et donc, tout ça, je pense, c'est moins difficile, en fait. Ça s'apprend, tu vois. Ce qui est plus difficile à avoir, c'est, ouais, est-ce que tu sais bien écrire, par exemple. Ça, par contre, Ouais, ça va ouais, prendre du temps. ouais. Ouais, c'est clair qu'il y a un clivage qui va se faire, mais moi, tu vois, j'entends souvent dire, «Oh là là, mais la technologie, elle permettait déjà de faire ça, de se voir en ligne, en 2019, donc c'est une révolution des usages et pas de la technologie». Bah, je suis pas d'accord, et c'est une révolution de la tech et aussi des business models parce qu'aujourd'hui, si tu as un Luma qui est gratos ou si tu as un Hopin à 99 balles en plan normal, ah bah, il y a 3 ans, ça coûtait très, très, très cher ce genre de truc-là et que, du coup, c'est devenu des commodités et ça on s'en aperçoit plus forcément, mais pour ceux qui étaient, voilà, dans le game, bah, on le voit bien, on l'a bien vu venir ça et puis il y a le côté aussi, technologie. C'est-à-dire encore une fois, un Hopin, il y a 3 ans, quand ça se lançait, ou d'autres, hein, j'ai en tête Hopin parce que, je l'ai beaucoup utilisé au début du confinement et un peu avant. C'était pas tout à fait au point, quoi. Enfin, il y avait, et aujourd'hui, bah, on est sur, déploiement de la fibre partout en France, à fin 2023, heu Mmh. et je précise juste un peu le fond de ma pensée. C'est que en gros, moi, je vois un manque non pas dans la technologie et bon, bien sûr, il y a un changement d'usage, mais Heu, un manque dans les outils que moi j'appelle les outils, tu sais, many to many. Tu vois? Pas one to many, pas les outils qui te permettent tout seul de broadcaster plein de trucs à plein de monde, mais des outils qui te permettent à plusieurs, comme on fait là, tu vois? Un outil type StreamYard qui permettent de co-hoster à d'autres personnes et ça, moi, en tant que community builder, bah, c'est chaud d'en trouver. C'est chaud parce que,
à part StreamYard, qui est à peu près correct et ou des outils open source qui plantent toutes les 3 secondes, il y a rien quoi, enfin. Attends, je veux pas te faire genre le pitch des outils, mais il y en a un auquel je pense à tout de suite, qui a été développé par une boîte qui faisait du ticketing, euh, qui du coup, quand il y a eu la crise, bah, ils se sont retrouvés en flip, tu vois, merde, il y a Ah plus bah de oui. tickets à vendre. Et donc là, le ticketing, la boîte s'appelle Tito, et leur outil de communauté, événements vidéo, etc., virtuel s'appelle Vito, Vito. Et ils viennent d'annoncer, là, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, qu'ils sortaient, voilà, les fonctionnalités vidéo sont, comment dire, alors, dans la plateforme, quoi. C'est natif, voilà. Alors que jusqu'à Ah, je présent, je pense connaissais qu'ils pas, dis devaient, donc, tu vois, Vito. Ouais. ouais, Vito. D'ailleurs, ça doit être vito.community, si je dis pas de bêtises, leur domaine. En tout cas, c'était ça il y a encore pas très longtemps. Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils avaient un player vidéo, enfin, tu vois, la suite vidéo pour produire du contenu des événements qui est maintenant native, alors qu'avant, ils te proposaient juste, on va dire, leur interface et tu devais plugger ta propre solution vidéo, bah, par exemple, StreamYard, tu vois, dans le truc. Ah OK. Ah Et bah, donc, à c'est très tester. positionné communauté, ça, tu vois. Ah ouais, carrément, c'est comme Luma, comme tu disais, qui à un moment donné sort une feature communauté, tu te demandes d'où ça vient, mais et d'accord et eux, en fait, ça permet de non seulement de streamer, ils s'occupent du marketing, de tout ce qui est ticketing, relance, event Ouais, en tokening? fait, ils viennent de là, tu vois, à la base. Le truc du streaming, c'est plus récent. Je te dis, ça vient de sortir, je crois. Je sais même pas si c'est visible sur OK. leur site, hein, mais jusqu'à présent, en fait, c'est vraiment orienté le hub où tu mets ton contenu, tu mets ton programme, tu fais ton ticketing, tu as tout ce qui est fonctionnalité de chat pendant les sessions. C'est ça vraiment ce qu'ils font, quoi. OK. C'est pas un peu comme Summit là, l'espèce de landing pager, Ouais, un petit peu, ouais, ouais. petit peu, ouais. Mais c'est positionné plus, enfin en tout cas dans leur marketing, c'est orienté communauté, communauté, communauté. OK et toi, ton côté, c'est quoi les outils que tu préfères en ce moment? Que tu utilises pas mal? Écoute, moi en ce moment, je suis en train comme beaucoup de monde, hein, je suis dans le rabbit hole du Web3, donc j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe Ah! pour les Cool. communautés Ouais. là-dessus et qu'est-ce qu'on peut y faire nous aussi. Et donc, entre autres, hein, je suis en train d'essayer de comprendre Discord, tu vois, j'ai l'impression d'être un gros Ouais. boomer quand je suis dessus. Euh, Moi, mais, je suis euh, pareil, mais, j'ai la même. Ouais. mais c'est passionnant aussi et ça m'interpelle parce que je pense que de notre côté, en tout cas dans notre communauté, on est peut-être aussi, tu vois, on a peut-être fait un temps, on remonte à longtemps quand même, je te parle de 2015, 2016, 2017, les origines de Startup Sésame. Et potentiellement, il y a toute une nouvelle génération Ouais, clairement, ouais. d'event lovers, de Sesamers qui sont out there et il faut qu'on aille les trouver, qu'on sache Ouais. leur parler, etc. Mais c'est vrai que Discord, Donc voilà. ça a pris une, ouais. Et le web 3, quand tu dis que tu t'intéresses au sujet, c'est que, tu vois, des choses possibles côté, crypto, NFT, décentralisation Ouais. des, En fait, nous, vu qu'on est dans le cœur de ce qu'on fait et qu'on développe aussi au niveau techno, c'est aider les gens à se rencontrer et à développer leur activité grâce à des événements. Et donc, on utilise les événements comme des médias ou qui permettent les mises en relation. Donc, les événements eux-mêmes le font très bien, tu vois, c'est leur rôle. Mais de se positionner entre les événements pour assurer que, surtout quand tu es un entrepreneur qui connaît pas un grand monde, qui a pas beaucoup de réseaux, que tu puisses avoir un accès quali et que tu puisses développer ton réseau. Ça, aujourd'hui, on pense qu'il y a toujours un problème, ça n'a toujours pas été vraiment résolu et que c'est pas forcément dans l'intérêt des organisateurs d'événements de résoudre ce truc-là parce que leur business model, c'est quand même de vendre soit du sponsoring, soit de l'expo et c'est pas forcément de s'assurer qu'il y a un jeune entrepreneur qui connaît personne, il est un super ROI sur son événement. En tout cas, même s'ils te disent que c'est ça leur objectif, dans les faits, c'est pas vraiment aligné avec leur intérêt économique. Et donc, ce qu'on fait nous déjà, tu vois, manuellement depuis des années, et que là on essaie de résoudre au niveau technique, t'as un énorme enjeu qui est comment est-ce que tu fais pour que les gens ils aient envie de passer du temps pour rencontrer d'autres personnes, tu vois, et t'assurer que ces rencontres elles soient
la valeur ajoutée, que tu perdes pas ton temps, que ce soit pas spammy. Enfin, il y a plein de difficultés que tu te dis, bah, en réalité, si on a un alignement au niveau d'une communauté autour d'une valeur soit partagée, tu peux peut-être résoudre une partie du problème de l'équation qui est comment est-ce qu'on aligne, tu vois, les intérêts de tout le monde. Et ça, c'est difficile qu'un événement en solo le fasse, tu vois. Se dire, Ouais. je vais partager de la valeur avec toute ma communauté versus je vais capturer un maximum de valeur des exposants, des sponsors tu vois, de mon salon. C'est un peu l'antithèse de ce que fait un événement. Un organisateur de salon, c'est une place de marché. Ouais. Son enjeu, c'est de garder le contrôle de la data, du contenu, c'est de quand même garder les mains sur la machine et pas de décentraliser, d'ouvrir. Et nous, dans ce qu'on est en train de faire depuis déjà très longtemps, on est plutôt sur du partage, hein, comme dans les valeurs de l'écosystème de startup, tu vois. C'est là, normalement, pour aider les autres. C'est pas là juste pour te gaver et garder tout pour toi, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que que ça nous interpelle, parce qu'on pense qu'il y a peut-être une partie du sujet de ce qu'on développe au niveau technique, qui en réalité sera tributaire d'une façon de tokeniser les choses, quoi. Je sais pas exactement Ouais. encore c'est quoi, mais on se dit, ouais, il y a quand même un truc à aller gratter, on ne peut pas le louper, quoi. Ouais, c'est que tu veux donner de la valeur ou partager la valeur finalement créée par alors c'est plus l'événement là, c'est plus ça dépasse plus que le simple événement, mais si on parle de communauté, à un moment donné, on parle forcément de gens qui sont plus engagés que d'autres et donc du coup, comment on les tient et comment on les fait Tu vois, là, sur le Web Summit, donc, qui a eu lieu à Lisbonne il y a quelques semaines, on avait 300 et quelques personnes sur le groupe Telegram. Et d'un seul coup, il y a une personne qui émerge, que je ne connais pas, qui a été le plus actif, si tu veux, et qui était toujours là pour aider tout le monde, à donner des conseils. C'est un local, quelqu'un qui habite à Lisbonne, qui est entrepreneur et qui était au taquet, tu vois. Ce mec-là, je le connais pas, je sais pas d'où il est sorti. Et donc, ben, comment est-ce que je fais pour que ces comportements-là, enfin pas moi, mais comment est-ce que nous, ensemble, en tant que communauté, on fait pour que ce type de comportement, il soit soutenu, rewardé, enfin tu vois qu'il y a une compensation quelque part, même si je sais qu'il ne le fait pas pour être compensé, mais tu peux te dire que ça peut être encore plus engageant et stimulant de faire ça et d'avoir ce type d'effet vertueux d'une communauté si on a quelque chose qui récompense l'engagement et la participation. Et donc voilà, c'est un exemple concret. C'est pas, je vais pas monter un business avec ça, hein, mais on voit qu'il y a un truc qui se passe, tu sais, et qu'avec la démocratisation des cryptos, du Web3, etc., potentiellement, il y a une vague qui vient sur laquelle nous aussi, on devrait être partie prenante et pas laisser ça de côté en disant non, c'est un truc pour les traders ou j'en sais rien, tu vois. En tout cas, pour du l'événementiel, coup, c'est sûr que la c'est un transition elle sujet, est hein, tu parfaite vois, sur voilà. ouais. Pardon. Ouais. La transition, je disais qu'elle était pas mal, parce que, moi, je surveille depuis 2 ans, mais comme quelques-uns en France, hein, la creator economy et toute cette vague, en fait, d'individus qui monétisent leur, de savoir, passion, talent, tout ce qu'on veut et pareil, eux, hein, en remote, même combat que pour les marques, c'est qu'ils sont obligés de créer leur propre communauté, sauf qu'eux, ils sont souvent seuls, moi, le petit croisement que je vois, le petit carrefour qu'il y a entre ce monde-là et le monde de la tech, c'est que, il y a quand même pas mal, en France de gens qui lancent des business type start-up et qui sont solo au départ et qui sont gentiment, recadrés par, des accélérateurs, des incubateurs, mais et qui aujourd'hui avec, le nouveau monde, ont une chance de s'en sortir parce que, là où en 2019, ils se prenaient un taquet de la part, des des principaux, organismes d'accompagnement. Aujourd'hui, ben, s'ils déploient le playbook du creator, voilà, le fait de se dire: «Bah, vas-y, lance ton média, fédère une audience, transforme les plus engagés», enfin et ça, en fait, ce playbook-là, je trouve intéressant. Moi, personnellement, je lui mets le hashtag community led growth parce que aux États-Unis, c'est un peu comme ça qu'il est tagué. Mais c'est un chemin qui est commun entre les creators et les solo founders. Est-ce que toi, le fait de se dire, crée déjà un média et
et vois après ce que ça peut donner. Est-ce que c'est un peu tu partages cette analyse-là? Oui, bah, de toute façon, quand j'ai dit un peu plus tôt qu'une des compétences clés pour un talent, un community builder, c'est d'être capable d'écrire, tu vois? Ça va un peu dans ce sens aussi, hein. C'est Ouais, écrire, pas forcément uniquement, est-ce que tu es bon à l'écriture, mais dans le côté, est-ce que convaincre, tu es ouais. capable de mettre à plat, des idées, des arguments, des concepts? Et donc ça peut être sur des formats audio, ça peut être sur des formats vidéo. La forme importe peu, entre guillemets, même si, bah, si tu es bon en vidéo, tu as peut-être plus de chances en 2021, parce que c'est quand même ça ce que les gens consomment le plus, hein. Mais l'enjeu, c'est d'être capable, entre guillemets, d'écrire, capable de transformer une pensée en quelque chose qui est consommable par d'autres, quoi. Et ça, quand tu pourrais répondre à ta question, ouais, ça permet de développer une audience, de tester tu vois, des perspectives ou des propositions de valeur avant même d'avoir à écrire une ligne de code ou à développer un business. Donc oui, mais pour moi, en fait, ça, c'est pas si nouveau que ça, hein. Je fais partie Ouais. des gens, je j'imagine, qui sont un peu sceptiques sur ce que c'est la creator economy, parce que je me dis, en réalité, c'est un truc qui était déjà là, tu vois. Ce qui se passe, c'est que ça se démocratise de plus en plus. C'est-à-dire que des gens Ouais. qui, jusqu'à présent, faisaient ça dans leur coin, bah, maintenant, ils le font sur Internet. Mais je fais partie de ceux qui sont un peu plus pas sceptiques, mais qui disent, ouais, mais c'est C'est pas une si mode, nouveau quoi. que ça, entre guillemets, tu vois. Bah, dans la Mmh. musique, les mecs qui faisaient du DIY ou du direct to fan, ça existe depuis 15 ans, quoi, tu vois. Dès qu'Internet a existé, il y avait des musiciens qui faisaient des trucs sur Internet. Ouais, non, Et c'est qui faisaient des campagnes de crowdfunding, etc. Enfin, toi, c'est pas révolutionnaire en tant que tel. Ce qui est révolutionnaire, c'est le nombre de personnes qui rentrent dedans. ouais, en volume et ouais, tout à fait, et bah, écoute, super cool et puis moi la petite dernière question que j'avais pour toi, c'est, est-ce que tu crois que le community builder, c'est le next job dans la tech? Ou tu penses, que voilà, ça tout ça va se tasser, le monde va se calmer et que finalement le community building, bon, c'était Non, non, bien, non, j'y crois, j'y crois. Ce que je pense qui est intéressant à surveiller, c'est quand est-ce que ça va passer on va dire, la phase supérieure en termes de responsabilité au sein d'une structure. Donc là, ouais, aujourd'hui, c'est clairement un poste qui est dans l'escarcelle du marketing, tu vois, c'est ouais, rattaché à un CMO. C'est pas encore, en tout cas pour beaucoup de sociétés, ou en France, j'imagine pour 95% des boîtes, c'est pas un poste qui va être au niveau de la C-suite, tu vois, en management, au même niveau que ton directeur marketing ou ton directeur technique. Donc c'est intéressant de voir quand est-ce que ça va arriver ça, mais que ça arrive et que ça arrive de plus en plus dans de plus en plus de sociétés, je pense que c'est déjà un fait. Après, à voir si ça change de nom, tu vois, ça se trouve, ça s'appellera plutôt, tu vois, enfin, je sais pas, le Chief Decentralization Officer et plus le Community, tu vois. Voilà. ouais, ça changera peut-être. Peut-être qu'il y a un modèle européen aussi à aller construire parce que moi ce que je vois aussi, depuis 2 ans, c'est que le community building, c'est la littérature et la manière dont c'est conçu, ça vient vraiment des États-Unis, beaucoup en tout cas. Or, en fait, tu vois que le modèle, US, du community building, il est quand même vachement inspiré par les VC derrière qui backent énormément de boîtes, type plateforme, community platform, type event platform, tout ça. Et donc du coup, on a un modèle de community building, où moi je me pose la question de me dire, est-ce que forcément ça nous correspond nous Européens où les community builders, ils viennent peut-être plus du monde des assos ou plus de je sais Ouais, pas, tu vois chez les corpos par exemple, community building, c'est pas ceux qui font les events au départ, c'est peut-être plus les facilitateurs, tu vois? Les agilistes comme on dit, tu vois? ouais, Et non, mais c'est intéressant parce que moi, tu sais, par exemple, en mode boomer, hein, des trucs que j'ai toujours eu, enfin, j'ai toujours eu depuis des années, en tout cas, le point de vue non, mais c'est pas du community building, ce que tu fais, c'est pas, enfin, tu sais, c'est du marketing, tu vois, faut arrêter de me bullshiter avec ces grands mots, machin. C'est le nombre de meet-up ou de sessions de travail qu'on a pu faire ou auxquelles on a participé, où en gros les gars au final ils parlaient que d'organisation d'événements. Tu vois, c'était là en gros ce que tu appelles communauté, c'est pas une communauté c'est dans une le sens audience améliorée, quoi.
Bah ouais, c'est un truc de marketeur où tu veux juste t'assurer que tu aies plus d'utilisateurs au final, machin, tu vois. Et j'ai pondu un article sur ce sujet, enfin pas sur ce sujet-là, mais en gros, c'était je l'ai dû le sortir il y a peut-être 9 mois ou peut-être maintenant presque un an. Où c'était en mode come for the event, stay for the community, un truc comme ça. Ouais. Et au début, j'expliquais que, bah, attention, communauté, d'après en tout cas le Larousse, tu vois, c'est un truc où tu es lié quand même physiquement. C'est comme dans une église, quoi. T'as vraiment une attache forte. Ouais, bien sûr. Et c'est ça le mot, hein, ça vient de ça. Donc, si tu veux répliquer ça dans le milieu de la tech, moi, mon problème, c'est que je pense qu'on a un souci sur l'alignement des intérêts. C'est qu'au final, ben, les gens, ils veulent quand même faire du business, ils veulent quand même gagner des thunes. Donc, pourquoi est-ce que je vais donner de mon temps et de ma personne gracieusement pour te développer toi, te développer ton business à toi? C'est compliqué ce truc-là. Et tu vois bien que les communautés dans le milieu anglo-saxon, en particulier dans le B2B, tu vois, les plus successful, donc je sais pas, c'est Salesforce par exemple, il y a une communauté en ligne de malades. En fait, la richesse de leur forum et de leur communauté, elle est aussi alimentée par le fait que tu as des prestataires, des tiers, qui ont un intérêt business à être actifs dans cette communauté-là parce qu'ils vendent aussi des prestations de IT, etc. C'est pas complètement juste. En fait, je me tatoue Salesforce tellement que je kiffe le logiciel. Non, c'est parce que j'ai aussi un intérêt commercial que je m'engage dans cette communauté. Donc, comme tu l'as dit, en Europe, potentiellement, on a peut-être d'autres manières de voir les choses, on a une autre culture commerciale, qui n'est pas celle qu'il y a dans le monde anglo-saxon. Et donc, ouais, peut-être faire gaffe à penser que la communauté, ça fonctionne tout seul, alors que on n'a peut-être pas la même définition de ce que ça veut dire de s'impliquer dans un groupe avec des intérêts en commun, quoi. Bah écoute, super retour, super insight. Je suis vraiment ravi de t'avoir reçu sur ce podcast. Merci de l'invitation. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Air Party. Salut!